vous trouvez actuellement sur la partie 2 de l'iceberg de Jimmy Neutron. Cette partie 2 aura mis un peu plus de temps à sortir parce que je voulais vraiment assurer ma narration, ma manière de parler, de m'exprimer. Et franchement, je suis assez fier du résultat. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Essayons de taper les 80 likes pour cette vidéo, ce sera pas mal, ce serait vraiment incroyable. Et moi, je vous laisse vous plonger dans cette deuxième partie qui, selon moi, est meilleure que la précédente. Hi, Paul fait référence au logo de DNA Productions, le studio d'animation qui a coproduit Jimmy Neutron Boy Genius. À la fin de chaque épisode ou film, il y a un segment où un singe en image de synthèse, la fameuse mascotte du studio, dit Hi, Paul, d'une voix étrange. C'est une phrase assez culte pour ceux qui se souviennent de l'émission, qui est très souvent, en plus de cela, évoquée dans la culture des mèmes sur internet. Mais maintenant, que diriez-vous si je vous disais que Paul McCartney, l'auteur, compositeur, interprète, serait en fait piégé dans le corps du singe à 3 yeux? En effet, certains fans de la série pensent que Paul McCartney serait mort dans les années 60 et aurait été remplacé par un sosie. Cette blague joue sur l'idée que le vrai Paul n'est pas mort, mais qu'il a été emprisonné dans le corps du singe à 3 yeux. Cette personne à 500 Go de nom est une idée qui suggère que la série contiendrait plus de 500 Go de stockage d'éléments interdits ou inexpliqués. Cela inclurait des fichiers classifiés sur toutes les expériences ratées de Jimmy ayant causé des catastrophes ou de lourds secrets obscurs liés à l'univers de Jimmy Neutron. Cette phrase fait également référence à un mème. J'espère que votre Noël s'est bien passé et que vous avez pu profiter de vos proches. Car dans la famille Neutron, une seule personne a pu profiter de cette fête, tandis que les deux autres sont morts. Et cette personne, encore en vie, c'est Hudge Neutron. J'ai trouvé une animation dans laquelle on voit Hudge Neutron marcher sous une averse de neige pour aller couper un sapin dans la forêt et en faire son sapin de Noël. Et comme vous pouvez le voir sur son visage, il n'a pas vraiment l'air enchanté de le faire. Il rentre chez lui en voiture et en arrivant devant sa maison, il tombe sur le père de Carl Wheezer qui le salue. Mais Hudge, totalement déprimé et dévasté de passer Noël seul, sort son pistolet et le tue. Il prend alors sa tête et la met dans le four pour la manger plus tard. Et en attendant que celle-ci cuise, il se lamente sur son sort devant son sapin de Noël en repensant aux horribles agissements qu'il a commis envers sa famille. À ce moment-là, nous voyons un plan sur les portraits de Judy Neutron, sa femme, ainsi que de son fils Jimmy. Et le plan nous est présenté, nous laissant penser qu'ils sont tous les deux bien morts. Et malheureusement, votre intuition est correcte, car c'est bel et bien le cas. Rempli de frustration et de tristesse, il arrache le cadre en criant « Ce n'est pas juste !» et se met à pleurer. Il regarde une dernière fois la photo de famille, écrit, puis il jette le cadre dans la cheminée. Il se lamente à nouveau sur son sort devant son repas, tandis que l'averse de neige continue d'exprimer sa profonde solitude. Et en arrière-plan, on entend soudainement les sirènes de police qui se rapprochent de sa maison. Il se lève alors et avant de finalement mourir. Maintenant que vous connaissez l'histoire complète, il est temps que je vous avoue 3 choses que je vous avais cachées. Cette animation a été réalisée par un fan de la série. Ce fan n'est autre que Seinfeld Speedstein, et si vous n'avez pas encore vu la partie 1, eh bien ce nom ne vous dira certainement rien. Donc il est important d'aller la voir, car cette animation que vous venez de voir reprend un point clé qui se trouve plus haut dans cet iceberg. Et ce point clé, c'est celui de Jimmy Neutron, Happy Family Happy Hour 2. Souvenez-vous, dans cette partie, on apercevait l'enterrement de Jimmy Neutron avec d'autres personnages provenant d'autres univers. Et il y avait également Shin. Et sur la pierre tombale de Jimmy, il était inscrit « La pizza était agressive ». Dans la partie 1, je n'avais pas explicitement expliqué pourquoi ce message y figurait. Dans ce cas-là, revenons à notre Noël mal passé. Un fan a émis une théorie sombre reliant les deux vidéos et elle est juste incroyable. Mais pour bien comprendre cette théorie, il est important d'une part de connaître d'abord la chronologie des deux vidéos. La dernière fois, nous nous trouvions ici, au milieu de l'histoire. Nous assistions simplement à un enterrement sans réelle explication. La vidéo que je viens de vous montrer correspond à la suite de cet enterrement, où j'ai bien mentionné que Hudge Neutron passerait son Noël seul, sans sa famille. Nous sommes donc à la fin de la chronologie. Cependant, comme vous pouvez le voir, il manque un élément clé. Cet élément, c'est cette vidéo. Jimmy Neutron, Happy Family, Happy Hours. Et dans cette vidéo, on y voit Jimmy Neutron, Judy et Hudge Neutron. Et je vous préviens déjà, l'ambiance de la vidéo est assez dérangeante. Hello Jimmy, hello you. I am going to make a delicious dinner meal. Jimmy, your mom is dead. Do an order of pizza for dinner. Okay, Daddy. Hello, can I get a large pizza pie for the Neutron household? Now it is time for father-son bonding. Bond with me, Jimmy. No one's more about gel codes. When the four friends were... Don't you call any... Here's your pizza. The pizza is aggressive.
Oh shit. Just another day in the life of Jimmy Neutron. C'est ainsi que sur la pierre tombale de Jimmy Neutron était gravée la phrase « La pizza était agressive ». Mais dans ce cas-là, si c'est Hudge qui a été tué par la pizza, pourquoi assistons-nous à l'enterrement de Jimmy? Eh bien, pour le comprendre, revenons à une théorie selon laquelle tout serait en réalité une hallucination de Hudge. Jimmy serait réellement mort. Et rongé par une culpabilité très profonde, Hudge s'imaginait être la victime à la place de son fils. Et cela expliquerait pourquoi dans Happy Family Happy Hour 2, on assiste aux funérailles de Jimmy et non de Hudge. On remarque également qu'Hudge n'était pas présent lors des funérailles de son fils, ce qui peut être interprété comme un signe qu'il est encore dans le déni d'avoir perdu son fils. Dans cette vidéo, Hudge finit par accepter que sa femme et son fils sont morts, ce qui le plonge dans une profonde dépression. À la fin, il provoque intentionnellement sa mort par la police, espérant ainsi rejoindre sa famille. Mais dans tout ça, pourquoi le père de Carl Wheezer était-il présent dans la vidéo? Eh bien, difficile à dire. Il était probablement de passage et souhaitait simplement apporter son soutien à Hudge. Cependant, le fait que Hudge rejette potentiellement cette consolation pourrait renforcer l'idée que Jimmy est bel et bien mort. La présence du père de Carl Wheezer pourrait symboliser un soutien dans ce contexte tragique. Mais encore une fois, cette interprétation reste ma propre théorie. Dans la chronologie des 3 vidéos, il existe une sous-vidéo intitulée Rebirth. Et dans cette vidéo, on voit Carl Wheezer faire le deuil de son ami Jimmy Neutron. Finalement, Carl trouve la force de tourner la page et de passer à autre chose. Ainsi, il est confirmé que Jimmy est bel et bien mort. Maintenant, vous avez toute l'histoire derrière cette vidéo. La communauté pense que tous les personnages dans la série Jimmy Neutron peuvent avoir une explosion cérébrale, c'est-à-dire cette capacité de résoudre des problèmes complexes en visualisant rapidement des schémas ou des plans brillants dans leur esprit. Et puisque dans l'épisode 18 de la saison 2 de Jimmy Neutron Boy Genius, le Père Noël a réussi à faire un brain blast, la théorie veut que tous les personnages de cet univers soient capables de le faire. Par ailleurs, dans le crossover de Jimmy Timmy Power Hour, on peut également apercevoir Timmy Turner en pleine explosion cérébrale. Timmy, we're out of time! You'll never make it to the core! You've got to think of something! Try having a brain blast! Oh, what? A sudden burst of intuitive insight! Something that'll save our butts! Now! I don't know what she's talking about, but she's counting on me! Gotta think! Think! I'm bored again. Il existe un jeu basé sur la série originale sur Windows, sorti en 2001, dans lequel Jimmy Neutron doit sauver tous les parents de Retroville qui ont été enlevés par des extraterrestres appelés les Yokians. À l'aide de ses inventions et de son intelligence, Jimmy entreprend de voyager à travers divers environnements inspirés du film pour déjouer les plans des Yokians et ramener tout le monde chez eux. Mais ce jeu a été vachement critiqué pour plusieurs raisons liées au simplisme du gameplay. Cependant, il est également à l'origine des traumatismes chez les anciens joueurs, car non seulement la modélisation des personnages semblait vide de sentiments, mais en plus de cela, le jeu faisait ressentir une certaine kénopsie écrasante. Ce terme désigne le sentiment de stress que l'on ressent lorsqu'on entre dans un endroit où on s'attendrait à avoir beaucoup de monde pour au final trouver la zone vide et abandonnée. Cela part un peu du même principe que les liminal space. Tenez, faisons le test. Imaginez-vous à ces différents endroits que je vous affiche à l'écran. Vous pourriez penser, au premier abord, que ces endroits sont remplis, mais la réalité vous montre que vous êtes seul dans une zone vide et abandonnée. Eh bien, le jeu donne exactement cette même impression, ce qui a beaucoup traumatisé les joueurs, explorant les divers niveaux vastes de ce jeu. Et le pire dans tout ça, c'est que le jeu n'a pas été qualifié comme étant un jeu d'horreur, mais plutôt comme un jeu d'action-d'aventure. Et j'étais tellement curieux de savoir concrètement quels sentiments on ressentait en jouant à ce jeu, que je me suis lancé le défi de l'installer et de le finir complètement. Je vous posterai la vidéo de mon gameplay dans les prochains jours, donc abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche. Durant votre enfance, vous avez certainement passé la plupart de votre temps devant votre écran à jouer à tous les jeux vidéo qui vous passaient sous la main. Une semaine, vous baignez à fond dans tous les Nintendo, comme Animal Crossing, Zelda et j'en passe, mais la plupart d'entre vous ont davantage baigné dans les légendaires jeux Sonic et Somuga Senso. Et justement, il existait un jeu Sonic sorti en 2013 s'intitulant Sonic Lost World, dans lequel vous deviez stopper les plans maléfiques du Dr Eggman et des Deadly Six. Et tout cela en sauvant les habitants captifs de l'étrange monde flottant appelé la Lost X. Mais du coup, vous me direz certainement quel est le rapport avec l'univers de Jimmy Neutron. Eh bien, il existait un mode dans ce jeu qui remplaçait Sonic par Jimmy Neutron. Vous pouviez même apercevoir la forme de Super Sonic qui, habituellement, colore Sonic en jaune. Sur Jimmy Neutron, cette transformation débordait d'une lueur jaune émanant de son corps, et ses yeux passaient du bleu au rouge. Mais ce n'était pas la seule chose qui changeait. Quand vous terminiez un niveau dans le jeu, habituellement, sans le mode, une musique classique de la série Sonic se lançait. Sauf qu'avec le mode de Jimmy Neutron, c'est cette musique qui se lançait à la place.
Et petit fun fact, il existait aussi un mode dans lequel, cette fois, Sonic se faisait remplacer non pas par Jimmy, mais par Carl Wheezer. On vit vraiment au 21e siècle, c'est vraiment dingue. Il existe une boîte à lunch en métal conçue en 2002 qui contenait des pop-corn allant au micro-ondes. Cette lunchbox est difficile à obtenir dans les magasins car elle n'est plus commercialisée de nos jours. Il vous faudra donc passer par des sites de commerce en ligne de type marketplace pour en dégoter une, car cette boîte métallique est devenue très rare avec le temps. Alors, pour comprendre le terme de polygone, en fait, ce sont des éléments de base qui composent les modèles 3D, comme par exemple chaque personnage de la série, des objets, des voitures, les différentes inventions que Jimmy met sur pied, et j'en passe. Et justement, la série et le film de Jimmy Neutron ont été créés à une époque où la 3D pour la télévision était peu avancée comparée à aujourd'hui. Même parfois, des fans de la série faisaient souvent des vannes en disant que les visages et les corps des personnages de Jimmy Neutron avaient une qualité en low poly. Et ce terme désigne le manque de détails, donc de polygones. Perso, je trouve que cet aspect polygonal donne un petit effet nostalgique. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, je m'écarte un peu du sujet principal. Mais tout ça pour vous dire que si vous regardiez la série en haute définition, vous remarqueriez un travail monstrueux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un Jimmy Neutron en haute définition vaut exactement 1,5 million de polygones. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais dites-vous juste que c'est un sacré travail de modélisation. Gros respect à l'équipe chargée de la 3D. Ça avait dû être infernal. Je veux même pas imaginer le nombre d'heures de rendu derrière chaque épisode. Bon, je vais très vite passer ce point, car il n'a pas beaucoup d'informations. Mais il faut savoir déjà que dans l'outro de la version japonaise de Jimmy Neutron, il n'y a pas de logo de DNA Productions avec la fameuse phrase fétiche « Hi, I'm Paul ». À la place, il y a une espèce de créature violette. D'autre part, le doubleur qui dit cette phrase culte a répondu à un youtubeur du nom de Petco qui lui aurait demandé s'il avait doublé cette phrase dans d'autres langues. Je vous laisse voir ce qu'il a répondu. I do remember we did a bunch in foreign languages. Anything I knew how to say, hi, I'm Paul in. So there was one in Spanish, with me imitating Antonio Banderas, Dutch, Cantonese, Mandarin, Japanese, and French. I don't think any of those were used. Nickelodeon used their own Spanish dub, which was awful. Selon Google, le Hi, I'm Paul aurait été doublé par un dénommé Seth Rogen, qui est un acteur et humoriste canadien. Sauf que cette information est erronée. En réalité, celui qui a doublé cette phrase est Paul Claerhaut, un employé de DNA Productions. Donc dans l'iceberg, ce point-là est incorrect. Un utilisateur sur YouTube nommé Robensik a créé une animation dans laquelle on voit Jimmy Neutron se comporter comme Walter White. Dans cette parodie, Jimmy réalise qu'il possède de l'obamium, mais n'a pas d'argent pour se soigner. Il décide alors de devenir une sorte de trafiquant de drogue, à l'image de Breaking Bad. Jimmy se lança alors dans des activités criminelles et décide de cuisiner sa propre obamium bleu avec l'aide de ses amis pour ainsi obtenir des Robux. Cependant, un dilemme se pose. Devra-t-il choisir entre son million de Robux ou ses amis? Et j'avais pour idée de vous résumer toute l'histoire de cette vidéo qui semble très loufoque et à la fois hilarante, mais j'ai trouvé une meilleure idée. Et si on se la matait sur Twitch? Car oui, il y a des traductions françaises, ce qui rajoute encore un côté plus cool de la vidéo, car on va pouvoir tout comprendre. Donc suivez-moi sur mon Instagram, car je vous notifierai de quand est-ce qu'on réagira à cette vidéo sur mon Twitch. Et bien sûr, suivez-moi sur ma chaîne Twitch, c'est très logique. Dans un des épisodes de Jimmy Neutron, Cindy Vortex prend un bout de nourriture à Jimmy et dit ceci. Give me a piece of that. It tastes like fried chicken. Oh, Ashley! Oh, Rhett! I don't know nothing about birthing no babies! Si vous n'avez toujours pas compris, Cindy fait en réalité une imitation raciste de Prissy, un personnage du film Gone with the Wind. Dans ce film, Prissy est une jeune esclave travaillant pour la famille O'Hara et elle parle avec une voix très aiguë. Dans l'extrait, Cindy dit que ce qu'elle vient de goûter a un goût de poulet. Puis, elle imite subitement une voix aiguë comme celle de Prissy. Ce détail devient très rapidement problématique car Prissy est un personnage noir dans le film. Et je comprendrais que vous pourriez penser que Cindy a simplement pris ce ton de voix pour plaisanter sans intention de référence cachée. Cependant, elle mentionne également le nom de Ashley, comme dans le film où Ashley Wilkes est un personnage. Cela confirme une fois de plus que l'imitation est bien une référence au film. Is the doctor come? Oh, Lossie, Miss Scarlet. What is it? Lossie, we've got to have a doctor. I don't know nothing about birthing babies. Beaucoup de fans de la série pensent que le haut de O Entertainment est fait de gelée en raison de son apparence brillante et rebondissante. Cependant, personne n'est certain de sa composition. C'est un fait qui n'a jamais été confirmé et Steve Oedekerk, le fondateur de O Entertainment, ne s'est pas exprimé sur le sujet.
Dans l'épisode 13 de la saison 1 de Jimmy Neutron Boy Genius, l'écran titre utilise une police d'écriture identique à celle du logo Sega. Voici une comparaison qui vous montre clairement cette similarité. Une rumeur circulait autrefois racontant qu'il existait 3 variantes du logo d'animation Hi I'm Paul qui traînaient depuis des années. Mais comme toutes les autres variantes de ce logo étaient sur le site internet de DNA Productions, sauf celle-ci, cette rumeur reste non confirmée car ces variantes n'ont jamais été retrouvées. Et les différentes variantes de ce logo, selon les rumeurs, se jouaient ainsi. Pour la première variante, Paul se lève d'un bond et dit « Salut, je suis... » Ah, oublie ça. Et Paul s'enfuit dans les buissons après avoir dit cela. Dans la deuxième variante, pareil, il se lève d'un bond et il dit « Salut, je cours dans l'eau ». Puis il semble s'enfuir et ne veut pas rester immobile. Puis dans la troisième variante, il se lève d'un bond et dit cette fois-ci « Salut, je suis... » Oh, j'arrête. Puis il se gifle le nez, tandis que son bras tombe en disant cela. Mais lors de mes recherches, j'ai eu recours à nouveau au youtubeur Petco car il a directement contacté Steve Wederkerk pour lui demander si cette rumeur au sujet de ces 3 variantes perdues était vraie. Je vous laisse voir sa réponse. Tom Saville, un animateur indépendant ayant travaillé sur de nombreux projets dans Jimmy Neutron, contient une chaîne YouTube sur laquelle il y poste tous ses travaux d'animation sur ses différentes missions, dont Jimmy Neutron. Vous pouvez y retrouver plusieurs bandes démo Blender sur les personnages phares de cette série en rig, et dans ce lot de vidéos, vous pouvez même y retrouver la bande démo du fameux logo DNA Productions. Carl Wewar est un YTP reprenant l'épisode 13 de la saison 3 de Jimmy Neutron Boy Genius. La vidéo est introuvable sur YouTube car elle a été supprimée, mais elle reste tout de même disponible sur Dailymotion. Je vous passe un court extrait, c'est assez hilarant. Llama-loving jerk. What does she see in you? Well, I sent her some dick pics. Man, where was I when you did all this stuff? I didn't think she'd like it. Fat ass who's into blankies and sleeps with llamas and has unsightly spots all over his penis. Voilà, je ne vais pas approfondir plus ce sujet, car le but de la vidéo est principalement de divertir et faire rigoler les gens qui la regardent. Genius, She-News or In-Between News fait référence à une émission spéciale unique diffusée sur Nickelodeon le 19 mai 2007. Cet événement était conçu pour célébrer l'univers de Jimmy Neutron Boy Genius, et ce qui rend cette émission particulièrement notable, c'est l'intégration d'un commentaire audio exclusif pendant la diffusion du film. Ce commentaire était animé par les voix originales des personnages principaux. On avait Debbie Derryberry qui interprète Jimmy Neutron, on avait également Jeffrey Garcia qui interprète Shin Estevez, et on avait Rob Paulson qui interprète Carl Wheezer. Et pendant l'écoute, les doubleurs partageaient des anecdotes sur la production, des souvenirs liés à leur rôle et des éclairages amusants sur les personnages et les coulisses. Cependant, ce contenu n'a jamais été officiellement publié ou rediffusé, ce qui en fait un élément rare et mystérieux pour les fans de la série. Scraptrap est un personnage provenant de l'univers de Five Nights at Freddy's, et les fans de Jimmy Neutron et de FNAF se sont amusés à dire que Scraptrap était Jimmy Neutron. Voilà, je ne comprends toujours pas pourquoi ça se retrouve en bas de l'iceberg, mais c'était là, donc je vous le résume. Jimmy Neutron Gotta Blast Rocket Race est un jeu de course en ligne lancé en 2002 par Nickelodeon et développé avec le moteur de jeu 3D Groove. Les joueurs pouvaient utiliser des codes trouvés sur des produits dérivés de Nickelodeon ou Quaker Oats pour débloquer des pièces servant à construire des fusées. Ces fusées participaient à des courses sur 4 parcours différents en compagnie des personnages de Jimmy Neutron. Le jeu fut promu à la télévision et intégré aux pauses publicitaires. Aujourd'hui, il est largement perdu et peu d'informations subsistent à son sujet. Et sa page web est restée accessible jusqu'à sa suppression en 2017. Une version partielle, qualifiée de version non promotionnelle, a été retrouvée en 2017 sur un sous-domaine de Nick. Elle ne comportait qu'un seul parcours de course et manquait de nombreuses fonctionnalités présentes dans la version complète, toujours perdue. Développé principalement par Gigawatt Studio, aujourd'hui disparu, le jeu mentionnait Android Art pour la fonctionnalité en ligne. Les tentatives pour retrouver le contenu complet auprès d'anciens employés ou de John Papola, impliqués dans sa promotion, n'ont pas abouti, laissant le mystère entier. Une théorie autour de la série viserait plus précisément la famille Estevez, la famille de Shin, et plus particulièrement sa mère. On dit d'elle qu'elle est décédée et qu'elle n'a jamais été mentionnée dans la série pour une raison mystère. La seule trace visuelle qu'on a d'elle est cette photo qui provient de l'épisode 4 de Planet Shin où l'on peut apercevoir le père de Shin et sa mère. Dans le générique de fin, qui avait été autrefois perdu de O Entertainment, celui qui était derrière ce doublage, qui avait été perçu comme effrayant pour certains, était Steve Wederkerk.
Les fans de la série se posent depuis pas mal de temps la question sur l'identité de la personne qui fait le décompte dans le générique de la série, car cela n'a jamais été mentionné. Mais on suppose que cela pourrait être Kate Alcorn, ou peut-être John A. Davis, ou tout simplement Steve Oderkirk. Une youtubeuse ASMR nommée Maya Winky ASMR a réalisé une vidéo étrange d'ASMR dans laquelle elle imite des personnalités de Jimmy Neutron. Et déjà que je ne suis pas très fan de ce genre de vidéo, eh bien celle-ci me fait encore plus détester ce genre de vidéo. D'autant plus que la vidéo est très bizarre. Mais vraiment bizarre. Enfin, je vous laisse vous faire votre propre avis sur cette vidéo. Science project on the average size of caca of an everyday pooper. Oh, I'm so sorry, I don't poop. Oh, bolts and nuts. Alors, si vous recherchez dans la barre de recherche YouTube Brain Blast, vous tomberez certainement sur des extraits de Jimmy Neutron qui est en pleine explosion cérébrale. Jusqu'ici, tout est ok. Seulement, si vous continuez de scroller vers le bas, vous tomberez de plus en plus sur des vidéos étranges de paix provenant de la chaîne YouTube Glitchtrap TV. Et en gros, ce mec s'amuse à pranker les inconnus en lâchant des paix mouillées devant eux. C'est un peu dégueulasse. Think, Brain Blast. Il devait y avoir une suite prévue du film Jimmy Neutron Boy Genius qui s'appelait Jimmy Neutron 2, à la recherche de Carl, qui avait été pensé et écrit par l'écrivain Kate Boutillier. Sauf que cette idée a très vite été abandonnée pour plusieurs raisons. La première raison est tout simplement parce que les droits de Jimmy Neutron étaient restés chez Nickelodeon et qu'ils ne pouvaient pas se permettre de créer un nouveau film sans leur accord. D'autant plus qu'ils n'auraient pas accepté, car la deuxième raison est qu'il avait été annulé dû à leur échec de Razmoket Go Wild. Mais la raison majeure pour laquelle ils ont annulé la production de ce film est tout simplement parce que les scénaristes n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur une histoire, et Kate Alcorn a déclaré plus tard dans une interview que, une fois la série télévisée sortie, il n'y avait pas beaucoup d'incitation à faire un film alors que les fans pouvaient simplement regarder Jimmy Neutron gratuitement à la maison. Grubhub est une entreprise américaine de livraison de repas, dans lequel son siège social se situe à Chicago. Et James Isaac est le protagoniste principal titulaire de la série Nickelodeon du même nom. Il est théorisé par la chaîne YouTube de Food Theorist comme étant Taco Guy des publicités de Grubhub, ainsi qu'un meurtrier. Il utilise des extraits vocaux de la série télévisée Jimmy Neutron, où il est interprété par Debbie Derryberry. Maintenant que vous savez ce que c'est, je vais continuer mon explication en vous rapportant qu'il avait émis une théorie concernant l'univers de Jimmy Neutron et Grubhub, car selon lui, il pense que les deux univers cohabitent ensemble. Et je vais essayer de vous résumer sa théorie. Jimmy Neutron, autrefois un héros de Rétroville, a sombré dans une vie déchéance, le transformant en Taco Guy des publicités Grubhub et, plus sinistrement, en meurtrier. Après des exploits héroïques et un passage à Dimsdale, où il a brièvement fréquenté Trixie Tang, Jimmy a lancé le service de livraison Grubhub à l'âge adulte, initialement pour son propre confort. Cependant, son génie s'est dissipé lorsqu'il a choisi de céder à la paresse, ce qui provoqua la rupture de sa relation avec Trixie. Jimmy se maria ensuite avec Cindy Vortex, un mariage malheureux, marqué par des abus verbaux et des exigences déraisonnables, y compris l'obligation de céder son cher robot Goddard à Trixie. Et lorsque Trixie se maria à Shin Estevez, Jimmy, rongé par la jalousie, fit livrer un sac Grubhub géant sur son ex-petite amie, causant sa mort pour récupérer Goddard. Bien qu'il ait atteint cet objectif, Jimmy demeura insatisfait, piégé dans un mariage malheureux et rejeté par son meilleur ami. Avec le temps, il tenta de se racheter en créant une école pour enseigner aux jeunes et honorer le souhait de Trixie qui utilise son intelligence pour faire le bien. À l'âge adulte, Jimmy a conservé sa tête distincte, mais a adopté un look plus négligé, avec une barbe de 3 jours, une blouse de laboratoire, un t-shirt jaune, un jean et des baskets, marquant son déclin depuis ses jours de gloire. Et suite à cela, Jimmy décide de créer un produit chimique pour rendre tout le monde heureux, mais ce produit en question était tombé entre les mains de robots et est utilisé pour garder les humains satisfaits et paresseux afin qu'ils puissent prendre le contrôle, allant même jusqu'à alterner les souvenirs en utilisant le produit chimique pour leur donner envie de consommer leurs produits. Voilà. La théorie est vraiment incroyable, à tel point que j'en ai peut-être oublié des détails. Et je tiens aussi à dire quelque chose, à la base, cette théorie était un poisson d'avril, sauf que celle-ci s'est véritablement transformée en une dark théorie. Saviez-vous qu'à la base, Shin devait être d'origine japonaise? Alors peut-être que la plupart d'entre vous pensaient déjà que Shin était d'origine asiatique, au premier regard, sauf que celui-ci a dû changer d'origine pour devenir un Mexicain. Donc vous n'aviez pas totalement tort de penser cela. Cependant, Shin devait réellement être d'origine japonaise, sauf qu'au sein du studio de production, eh bien, personne ne savait reproduire des sonorités similaires à celles du langage japonais, raison pour laquelle on l'a changé en mexicain. Mais ironiquement parlant, la voix mexicaine qu'on lui a prêtée l'a rendu japonais. Un fan du studio de DNA Productions et CBS Entertainment a réalisé une parodie de la légendaire intro de Hi I'm Paul, sauf que déjà d'une part, le son est méga fort, et ensuite, on voit ça à la 3e seconde de la vidéo.
Alors, je ne sais pas pourquoi, le fan a ajouté 2 personnages totalement creepy dans sa parodie, mais en tout cas, c'est bien réussi et les viewers ont plutôt apprécié. Vous vous rappelez certainement de Skit. Oui, c'est le fameux mec qui aime appeler tout le monde mec. Eh bien, une théorie a fait surface sur internet, racontant que Jimmy avait cloné Skit pour en faire Chip, personnage de la série dont j'en ai parlé dans la partie 1, après les événements passés dans l'épisode Men at Work. Sauf que la théorie n'est pas totalement fiable, car si on présume que Jimmy aurait cloné Skit pour ensuite obtenir Chip, eh bien il aurait fallu que dans l'épisode Men at Work, épisode dans lequel on voit Skit pour la première fois, aurait dû sortir avant l'épisode A Beautiful Mind, épisode dans lequel on voit Chip, car cela crée une certaine incohérence dans la théorie. On suppose que Retroville se situerait à Dallas, car DNA Productions est basé à Dallas au Texas. Et dans un épisode de la série se nommant Stranded, il y a une scène où Jimmy et ses amis décollent dans l'Overcar pour un voyage vers l'équateur. Suite à une dispute entre Jimmy et Cindy, une animation cartographique qui montre l'itinéraire de l'Overcar peut facilement être retracée presque précisément jusqu'à Austin, au Texas. Et en regardant la montre de Jimmy, vous pouvez voir que l'heure de Retroville est de midi, et qu'il en est de même de l'heure de Chicago, ce qui suggère que Retroville est situé dans le fuseau horaire central. Le numéro de téléphone du Candy Bar, tel qu'il est apparu sur un reçu, a un indicatif régional 985 qui est situé dans le sud de la Louisiane. De plus, dans le film, une légende indiquant Colorado Tracking Station, 7h26, laisse d'abord entendre que Retroville se trouve peut-être au Colorado ou au Texas, en raison du décalage horaire. Et avec toutes ces informations réunies, on suppose assez facilement que les producteurs ont voulu faire un petit clin d'œil à leur ville dans leur série. Il existe des costumes mexicains de contrefaçon fabriqués sans licence officielle. Et ces costumes, comme vous le voyez à l'écran, reprennent 3 personnages phares de notre dessin animé, Jimmy, Carl et Shin. Je vous avais dit qu'on allait reparler des fameuses vidéos de Brian Smithy. Jusqu'à présent, je ne vous ai montré que ces vidéos-là, que vous connaissez maintenant. Mais je ne vous ai jamais parlé de sa toute première vidéo portée sur Jimmy Neutron. Car en effet, Brian Smithy a réalisé cette vidéo dans laquelle on observe pour la première fois Jimmy Neutron dans un décor assez sombre et lugubre. Quand vous cliquez sur la vidéo, on avance progressivement vers notre protagoniste et d'un coup, il se passe ça. Et je vous l'accorde, ouais, c'est assez dérangeant à regarder. Il n'y a pas vraiment d'explication précise derrière cette vidéo, mais je tenais à vous la montrer car c'était la toute première œuvre de Brian Smithy portée sur l'univers de Jimmy Neutron. Alors, je ne saurais pas trop comment vous expliquer cela, mais il existe une vidéo dans laquelle on aperçoit une partie recadrée du visage de Jimmy Neutron collée sur un modèle 3D en train d'effectuer la danse des Jimble. Et cette vidéo a fait faire beaucoup de cauchemars à toutes les personnes l'ayant vue. Et à la fin de celle-ci, on aperçoit Carl en train de crier. Et en creusant un peu derrière cette danse, je suis tombé sur une vidéo très étrange en noir et blanc dans laquelle on trouve une mascotte déguisée en Jimmy Neutron en train de danser avec des enfants. Et le mood de la vidéo est très dérangeant et perturbant. Je vous laisse juger par vous-même. Sur YouTube, vous pouvez retrouver un tas de vidéos étrangement marrantes de plusieurs univers de dessins animés. Et Jimmy Neutron ne fera pas l'exception à cette règle, car cette vidéo existe. Il s'agit d'une vidéo postée par l'utilisateur Garf et LED, dans laquelle on aperçoit une personne, certainement Garf et LED, déguisée en Jimmy Neutron, en train de se promener dans sa maison. Et comme vous le voyez à l'écran, bah c'est étrange. Enfin, il n'y a pas de réelle explication derrière cette vidéo, et c'est ça qui rend la chose encore plus mystique. Carl Wheezer est très souvent associé à l'humour bête, mais saviez-vous que celui-ci cache une personnalité obscure? Enfin, les fans de la série se sont amusés à créer des creepypastas autour de ce personnage. Et fut un temps, il existait des vidéos horrifiques sur ce garçon névrosé, mais elles ne sont plus disponibles sur YouTube. En revanche, quelques vidéos humoristiques sont encore en ligne. J'ai pas plus d'informations sur ce point malheureusement, car les sources de ce point restent introuvables. Alors pour ce point-là, les informations sont méga dures à trouver. Tout ce que je sais, c'est que GamerRails était un site internet sur lequel les utilisateurs partageaient des screenshots étranges des jeux vidéo auxquels ils jouaient. Et apparemment, la communauté de Jimmy Neutron n'hésitera pas à partager des screenshots des différents jeux de l'univers de Jimmy Neutron. Car dans ces jeux, les personnages avaient très souvent des visages très dérangeants, au même titre que Angela Anaconda.
Le créateur de cet iceberg, Devena Comet, a réalisé une version horrifique de l'outro de Jimmy Neutron. Et il a certainement dû classer sa vidéo au plus bas dans cet iceberg, car il estimait que sa vidéo n'allait pas marcher. Mais je pense sincèrement que si sa vidéo aurait plus marché, il l'aurait certainement mise tout en haut. Dans le jeu Jimmy Neutron Movies, les différents lieux se trouvant dans le jeu sont très souvent pointés du doigt comme étant des liminal space, villes qui peuvent très souvent s'apparenter à des véritables liminal space. Je vous les affiche à l'écran. Il faut savoir que DNA Productions a fait faillite depuis déjà un bon moment. Et par la même occasion, étant donné que DNA Productions était très reconnu pour son générique de fin de High and Paul, les fans de la série théorisent sur le fait que Paul serait mort suite à la faillite de la société de production, car dans un des génériques de fin, Paul ne surgit pas, comme s'il n'était plus là. Voilà, c'est une petite théorie que les fans ont créée autour de la faillite qu'a subi DNA Productions, et plus j'avance dans la vidéo, et plus je me rends compte qu'en Amérique, les gens portaient vraiment ce dessin animé dans leur cœur pour faire ce genre de théorie. Ça prouve à quel point ils tenaient sérieusement à ce dessin animé et à sa société de production. Ce n'est pas une blague. Il existe autant de mèmes sur Carl Wheezer que d'habitants à Rétroville. Évidemment, je doute que DNA Productions ait modélisé plus de 45 000 habitants. Et oui, vous avez compris, il existe plus de 40 000 mèmes sur Carl Wheezer. Et c'est vraiment dingue en vrai. c'est une dinguerie genre. Bon, après, si on joue vraiment le jeu, on peut reprendre la ville de Dallas, comme dans le point plus haut dans l'iceberg, et comparer les deux situations. Dallas compte environ 1,3 million de personnes. Donc ouais, là pour le coup, il y a moins de mèmes de Carl Wheezer que d'habitants à Dallas. Warframe est un jeu de tir à la troisième personne en ligne où tout se déroule dans un univers futuriste où vous incarnez un Tenno, un ancien guerrier réveillé d'un long sommeil cryogénique pour restaurer l'équilibre dans la galaxie. Une corporation technologiquement avancée et avide de pouvoir, les infestés, des créatures biologiques corrompues par un virus et les sentients, vivre dans des environnements dépourvus d'atmosphère comme la surface de Lua ou la forteresse Kuva, sans aucune difficulté, même sans casque. Ce constat soulève des questions car cela contredit les situations où des personnages semblent affectés par la décompression dans les vaisseaux corpus, où les joueurs perdent leur santé après une brèche. Il propose que les blessures dans ces cas-là ne soient pas dues au manque d'oxygène, mais plutôt à la décompression soudaine. Ces théories se renforcent en observant que même les greeners, qui n'ont pas accès à une technologie avancée comme celle des Orokin, peuvent survivre dans l'espace ouvert. Cela conduit à une conclusion majeure. Les humains de Warframe ont évolué au point de ne plus dépendre d'oxygène pour respirer. Une évolution qui remonte à l'époque des premiers Tenno et des Warframe. Et après avoir examiné diverses médias et archives, il en vient à une conclusion inattendue. L'idée centrale est que Warframe pourrait fonctionner comme Undertale en établissant des connexions implicites mais non déclarées avec d'autres franchises en raison de restrictions légales. Selon lui, l'Empire Orokin et l'évolution des humains trouvent leur origine dans un programme télévisé pour enfants des années 2000 et ce programme télé n'est d'autre que Jimmy Neutron Boy Genius. Il appuie cette hypothèse sur un détail frappant. Dans Jimmy Neutron, les adultes ont besoin de protection dans l'espace, tandis que les enfants peuvent respirer librement. Une caractéristique qui pourrait être le précurseur de l'évolution humaine observée dans Warframe. Ainsi, l'Empire Orokin aurait commencé à partir de l'univers de Jimmy Neutron, faisant de Warframe une suite spirituelle ou directe à cette série animée. Voilà, j'ai vraiment essayé de ne pas juste lire le post, mais plutôt de vous le résumer comme moi je l'ai compris.